Bienvenue sur Invest Academy. J'espère que vous avez la forme. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de grande qualité qui sont sous-évaluées quantitativement parlant. Est-ce qu'on a une opportunité d'investissement sur Groupe Guillain? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Précaution d'usage, je ne suis pas analyste financier, cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Je suis un simple particulier qui partage son avis et qui essaye d'évaluer certaines sociétés pour investir dessus et trouver des bonnes opportunités d'investissement quantitativement parlant et également qualitativement parlant, donc en faisant des analyses fondamentales, en lisant les rapports financiers, en faisant des recherches approfondies sur certaines sociétés. Donc je lis les rapports financiers. Et je n'ai pas la prétention d'être un analyste financier ni d'avoir des propos exacts sur ce que je dis dans mes vidéos. J'essaye juste d'apporter des éléments de réponse et d'égayer euh, votre conscience sur la cote euh, française et européenne qu'on peut loger dans le PEA. Et donc, précaution de conflit d'intérêts également, je suis actionnaire de la société et je vais également sûrement à l'Assemblée Générale demain. Et je vous ferai sûrement un petit papier de retour de l'Assemblée Générale si j'arrive à glaner pas mal d'informations. Et je vais sûrement essayer de vous vendre ça 3 à 5 euros. C'est vraiment pas cher pour la qualité que je vais essayer d'apporter. Et c'est quand même mon temps que j'essaye d'échanger contre des informations importantes pour mes investissements. Et si ça peut vous aider, tant mieux. Et donc voilà. Donc je vais suivre la trame suivante ici qu'on retrouve sur Canva, la trame que j'utilise depuis quelques temps. Donc business de la société, on va essayer de savoir qu'est-ce que fait la société, les derniers résultats, compte de résultats, flux de trésorerie, bilan et évaluation du prix de la société, du prix de l'action. Donc au niveau du business de la société, Groupe Guillain, c'est quoi? C'est un leader de l'emballage alimentaire au niveau européen. Donc ils font donc ils disent que notre métier, imaginer, fabriquer et distribuer des emballages innovants au travers d'un triptyque qualité, gamme, service pour les marchés suivants, donc grandes et moyennes surfaces, restauration commerciale, commerce traditionnel, fruits et légumes, industrie agroalimentaire, restauration collective. Et donc c'était une société qui a été créée en 1992. C'est une société familiale et voilà, c'est vraiment un gros leader européen. Donc vous voyez que ouvert sur le monde et ancré dans le territoire. Donc on a 21 500 références, 31 sociétés, 21 sites de production, 3000 salariés, présence commerciale dans plus de 70 pays et en 2022, on a fait 898 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on est très bien implanté en Europe au niveau des usines. Donc la problématique majeure de ces dernières années sur Groupe Guillain, ça a été que la société fait des emballages en plastique et que ça pollue le plastique pour la plupart des gens. Et donc cette société n'est pas bien vue sur la côte parisienne. Et donc elle a été longtemps boudée, mais elle se diversifie notamment parce qu'elle utilise du PET. Donc le PET, je vous mets tout ça ici. Donc c'est du polytéréphtalate d'éthylène. Donc elle utilise du PET et maintenant du RPET, donc du polytéréphtalate d'éthylène recyclé pour faire ces emballages alimentaires. Donc c'est quand même un des matériaux qui pollue le moins. Voilà. Donc on nous met ici que le PET est utilisé pour conditionner 70% des boissons gazeuses, des jus de fruits, des boissons diluables et de l'eau en bouteille léger, durable, sûr et avec une empreinte carbone plus faible que d'autres matériaux. Le PET est le plastique le plus recyclable au monde. Donc vous voyez que on parle seulement du PET, donc ici du PET brut, quoi. C'est le non recyclé et Groupe Guillain utilise principalement du RPET également. Et donc voilà, la première problématique, c'est que elle utilise quand même du plastique recyclé. Et la deuxième chose, c'est qu'elle se diversifie fortement dans le carton. Et donc la société deviendra moins cyclique et elle redore son image par rapport à la pollution de ces emballages plastiques. Voilà. Et depuis 2020, elle a un partenariat avec Prevented Ocean Plastic et donc elle va ici en Indonésie, il me semble,
Nous intégrons dans nos emballages recyclables une matière recyclée de qualité issue de collectes menées sur les côtes d'Indonésie et transformée selon un processus socialement responsable, certifié par des organismes indépendants reconnus. Grâce à ce partenariat, c'est près d'1 milliard de bouteilles plastiques qui ne finiront pas leur vie dans les rivières et les océans. Et ça, on dit que le plastique ça pollue, tanana, mais cette initiative de groupe Guillain, qui leur coûte, je pense, beaucoup d'argent plus que ça n'en rapporte, est très peu mise en avant au niveau des médias, et je pense que ça devrait beaucoup plus être mis en avant. Donc ici, on reviendra sur les chiffres après. Voilà, 2 acquisitions en 2022. Donc on a acheté Sies Papier et j'ai oublié le deuxième nom, et Celtic Sales. Et donc c'est des sociétés qui vont avoir du chiffre d'affaires qui va débouler dans les comptes en 2023 en année pleine. Et donc voilà, Groupe Guillain, ça fait que maintenant 50 ans qu'ils existent. C'est une aventure familiale ancrée dans les valeurs territoriales rurales et portée par l'innovation et le développement international. Le groupe s'inscrit dans une vision à long terme de façon responsable. Les emballages alimentaires jouent un rôle essentiel pour perpétuer la qualité, la diversité et le plaisir dans l'alimentation. Ils protègent les aliments et les consommateurs aujourd'hui et demain en accompagnant les nouveaux modes de consommation. Ils doivent concilier utilité et respect de l'environnement. Donc voilà, domaine d'activité. Le groupe Guillain, proposant des solutions d'emballage, agit sur 2 marchés distincts qui suivent chacun des cycles économiques différents. L'emballage à destination des métiers de la bouche, donc des emballages alimentaires, principale activité du groupe Guillain. Commerce traditionnel, chaîne de restauration, grande distribution, collectivité, des fruits et légumes, des industriels de l'agroalimentaire et le matériel, machines de scellage, chariots de remise à température à destination des collectivités et des cuisines centrales. Donc tout ce qui est cantine, au niveau des hôpitaux, de l'armée, des prisons, tout ça, des écoles, et ben c'est des machines également de groupe Guillain. Donc on nous dit que c'est une entreprise patrimoniale, c'est précisément ça. Et voilà tout. Donc le secteur emballage. Ça représente 95% du produit des activités ordinaires de l'ensemble du groupe Guillain. Donc ici, pour répondre à la demande de l'ensemble des clients, et quelle que soit la matière première utilisée, PET, PP, carton, papier pulpe, le groupe Guillain a conçu une stratégie efficace, développé des gammes d'emballage standards, créées, conçues et fabriquées en fonction des contraintes et spécificités de chaque segment de marché. Donc on est à quel niveau? Le marché du commerce traditionnel, de la grande distribution comme je vous l'ai dit, des chaînes de restauration, par une diversité des métiers de la bouche, boucher, charcutier, traiteur, pâtissier, boulanger, poissonnier, aux attentes multiples et variées en termes d'emballage, qui doivent être pratiques, hygiéniques, hermétiques, esthétiques, sellables, micro-ondables, gerbables, inviolables et assurer la sécurité sanitaire. Les produits à destination des industriels de l'agroalimentaire concernent essentiellement les métiers de la viande rouge, de la volaille, des plats cuisinés, de la boulangerie, de la biscuiterie, de la pâtisserie. Donc en gros, quand vous achetez chez le boucher des viandes, chez le charcutier, chez les traiteurs, chez les pâtissiers, etc., vous avez une grande partie des produits, des emballages qui sont créés par Groupe Guillain. Et également, quand vous allez en grandes et moyennes surfaces, quand vous avez des fruits et légumes, des emballages de viande, tout ça, et ben, notamment les emballages de fraises actuellement, c'est la saison, et ben, c'est très certainement Groupe Guillain qui a produit l'emballage. Et donc, vous avez forcément des produits Groupe Guillain dans votre quotidien en France. Voilà tout. Deuxième activité, c'est le matériel. Comprend restauration rapide. Donc voilà, en gros, c'est les chariots où vous mettez vos plateaux. Et également en cuisine, tout ce qui est un peu des fours roulants. Je sais pas comment on peut expliquer ça. Voilà, des chariots roulants où vous avez les plateaux qui peuvent se mettre et qui font réchauffer la nourriture ou refroidir la nourriture en fonction des besoins, 5% du produit ordinaire du groupe. Donc on était un peu voilà sur le business model et le but c'est vraiment notation or par Ecovadis en classant dans le top. J'avais même pas vu ça en 2021. Notation or par Ecovadis obtenue par Guillain Emballage, la classe dans les 3% des entreprises de son secteur les plus performantes
évalué, Socamel a obtenu le Long Time Label témoignant de la fiabilité de ses machines. Voilà. Aujourd'hui, tous les emballages de groupe Guillain sont 100% réutilisables, recyclables ou compostables. Et en termes de pollution, on peut dire que les emballages plastiques alimentaires et non alimentaires représentent 1,7% de la production mondiale de pétrole et 0,6% de l'empreinte carbone totale du consommateur moyen, soit 12 fois moins que sa consommation d'électricité ou 24 fois moins que sa consommation d'électricité ou 24 fois moins que l'utilisation de sa voiture. En outre, remplacer 100% des emballages plastiques par tout autre matériau reviendrait à multiplier par 3,6 leur poids, par 2,2 la consommation d'énergie et par 3,7 la consommation de gaz à effet de serre. Donc, en effet, le sujet environnemental est complexe et des solutions peuvent être trouvées. C'est grâce à une coopération forte et volontariste entre les pouvoirs publics, soutien, cadrage, pédagogie, les industriels, innovation, développement, engagement et les consommateurs, citoyenneté, que la transition écologique deviendra un progrès économique durable. Donc voilà, un petit peu un portrait de la société Groupe Guillain. Voilà tout. Je voulais vous mettre également une petite vidéo de Indépendance AM de William Higgins qui parle très bien de la société. Donc une vidéo qui date du 16 décembre 2022 et qui parle de Groupe Guillain. Je vous mets cette vidéo un peu en accéléré parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et je veux pas que ça traîne trop. Voilà. La troisième et dernière valeur, donc c'est de l'emballage plastique avec Guillain, c'est bien ça? Oui. Alors Guillain, c'est un peu la valeur vice du portefeuille. Et déjà, lui, il parle de l'emballage plastique alors que Guillain, il commence à être verticalement intégré sur le carton. Donc vraiment, ils sont pas trop au courant de ce qui se passe chez Guillain. Et là, je vous mets ici sur devenir rentier. Donc, Edzanas, si tu passes par là, je te passe le bonjour. Il y a également Levovic. Il y a également, comment il s'appelle, Olive. Et il y a également Colonel. Si vous passez par là, je vous passe le bonjour. Également Elias, qui sont très actifs sur le forum de Groupe Guillain qui s'appelait Devenir rentier. Maintenant, ils ont renommé Investisseurs heureux. Et donc ici, petite note d'Edzanas, pardon. Ça représente maintenant le groupe Guillain va réaliser au moins 95 millions d'euros de chiffre d'affaires sur les emballages papier carton en France, soit 31% de son CA global en France. Donc, franchement, Guillain, c'est plus vraiment du plastique. Ça montre qu'ils sont maintenant verticalement intégrés également sur le carton. Et donc 31-40%, ça fait un tiers des 40% du chiffre d'affaires qu'ils font en France sur leur chiffre d'affaires total. Donc ici 31%. Et ils ont encore acheté Sies Papier qui vont augmenter leur pourcentage de carton. Et donc, vous voyez que ils ont pris le contrôle. Donc, on parle de quoi? Ici, de Gauthier-Frémont et ils ont quoi? Ils ont Gauthier-Frémont et Thiola. Et donc, ils deviennent leaders sans conteste sur cette niche donc d'emballage aux boulangeries françaises. Avec 50%, plus de 50% des parts de marché. Ils ont aussi des positions leaders dans la grande distribution pour les rayons viennoiserie. Donc ils sont verticalement intégrés également là-dessus. Donc au niveau des bûches de Noël, j'avais vu des emballages, je sais plus si c'était Thiola ou Gauthier-Frémont. Au niveau, quand vous achetez votre petit pain ou votre croissant ou votre pain dans la boulangerie, vous avez sûrement des emballages d'une de ces deux sociétés. Et quand vous avez en grande et moyenne surface des emballages de boulangerie, vous avez sûrement des emballages de cette société. Donc en se transformant en industriel avec une expertise historique dans les emballages papier-carton, Guillain montre ainsi sa flexibilité en s'adaptant à la demande de ses clients. Ainsi, Guillain est en mesure de répondre à n'importe quelle demande du marché et offre la gamme la plus large du marché, plus de 12 000 références sur catalogue, livrables en moins de 24 heures. Donc Guillain, l'offre d'emballage la plus large du marché. Donc voilà tout. Donc on n'est plus vraiment sur un pur player du plastique. C'est-à-dire ils fabriquent des barquettes en plastique. Ils ont un peu changé de discours. Maintenant, ils disent nous protégeons votre aliment, ce qui est vrai aussi. Et globalement, la France a décidé de supprimer les barquettes plastiques, que tout serait en vrac ou en carton, ce qui est certainement gênant pour une valeur comme Guillain. Mais d'abord, la France n'est qu'une partie de leur marché. Ils sont présents en Allemagne, ils sont présents en Italie, ils sont présents en Espagne, ils sont présents en Angleterre.
Par ailleurs, ils ont investi fortement dans le carton et comme ils Voilà, donc c'est ce que je vous disais, 60% du chiffre d'affaires est fait à l'export sur Groupe Guillain, sur l'exercice qui vient d'être clôturé, l'exercice 2022. Et je vous ai dit qu'ils investissaient massivement sur le carton. gagnent beaucoup d'argent, ils sont une des rares sociétés capables d'investir dans le carton, car les machines pour faire de l'emballage en carton sont plus chères que les machines pour faire des barquettes plastiques. Et dernier point, il n'est pas sûr que l'on puisse remplacer les barquettes plastiques. Cette année, leurs volumes sont encore en hausse. Le vrac, c'est synthétique, très écologique, mais vous perdez à peu près 40% des produits. Oui, il y a des limites. Alors, si vous perdez 40% des produits et que vous êtes obligé de mettre, disons, 40% de plus de pesticides pour une production donnée, c'est quand même pas très écologique. Après, même punition pour le transport. Le discours sur l'emballage unique est un peu faux parce que la barquette plastique, elle vient quasiment de la coopérative jusqu'à la grande distribution, jusqu'à votre frigidaire et à la limite de votre frigidaire jusqu'à votre table. Et si l'idée qu'on a actuellement, c'est de dire on remplace tout le plastique par le carton, mais le carton, c'est pas étanche, donc quelque part vous allez remettre du plastique dans le carton, ça coûte relativement cher, le bilan écologique n'est pas si évident que ça, et surtout il n'y a pas des capacités de production. D'accord. Donc si vous pensez, alors soit il n'y aura que du carton dans 5-10 ans et probablement Guillain fabriquera ce type de carton. Ah, il aura pivoté, il aura réussi à pivoter. Soit la loi sera changée parce que les agriculteurs expliqueront que globalement c'est trop coûteux de changer de système et que finalement le carton c'est pas beaucoup mieux que le plastique. D'accord. Le titre perd moins 28%. Pour quelle raison vous croyez donc? Alors d'une part, les résultats sont mauvais cette année parce que c'était une hausse du plastique significative. Que par ailleurs, le plastic bashing a probablement rendu les négociations plus difficiles avec la grande distribution. Aujourd'hui, si vous avez un joli emballage carton, c'est dans l'air du temps et probablement vous le vendez mieux que si c'est une barquette plastique. Mais l'avantage de Guillain, c'est surtout leur logistique. C'est-à-dire qu'ils sont capables de livrer tout grossiste ou toute plateforme de la grande distribution dans les 24 heures pour tout type d'emballage. Probablement pas pour le carton encore aujourd'hui, mais sur le plastique, c'est ça leur avantage compétitif. D'accord. D'une manière plus globale, comment voyez-vous l'évolution du marché boursier sur les... Donc un petit point, donc ils sont capables de livrer, leur gros avantage, leur mode, c'est qu'ils sont capables de livrer n'importe quel emballage plastique en moins de 24 heures. Et donc c'est très important pour les clients finaux d'avoir cette rapidité et cette flexibilité sur les besoins en emballage. Donc voilà pour pour cette petite peinture ici, donc j'ai cadré un peu ce qu'est la société. Donc là, je reviens sur le communiqué de presse. Donc, produits d'activité ordinaire en hausse de 21,2%, donc hausse de 21,2% du chiffre d'affaires, baisse du résultat opérationnel seulement de 12,4%, baisse également du résultat net de 11,6%. Et je vous rappelle que là, si on va au semestriel, ici, où est-ce que je les ai, communiqué de presse contre semestriel, on a réussi à limiter la baisse des résultats parce qu'on avait de très très mauvais résultats là. On avait comme un chiffre d'affaires qui était encore plus en hausse, mais vous voyez le résultat net était en baisse de 24,6%. Et là, à la fin d'année, on a réussi à être en baisse de 11,6% et on a augmenté de 1% la capacité d'autofinancement. Ici, on était à moins 12% au premier semestre. Au niveau également de l'endettement, on s'est désendetté un petit peu de près de 5 millions d'euros, là j'ai l'impression. 6 millions d'euros entre les deux semestres. Et semestriel. Et on a augmenté notre trésorerie significativement apparemment. Ici, semestriel consolidé, voilà. On avait 27,9 de trésorerie et on a 47,1 à la fin de l'année. Donc là, on a réussi quand même à redresser. Moi, j'étais très agréablement surpris des résultats de groupe Guillain annuel. Surtout sur le S2, ça a été remarquablement important, le redressement des marges et de la trésorerie, mais on sait que l'activité est plus favorable au deuxième semestre. Donc voilà. Donc on a une hausse du chiffre d'affaires de 14,4% à périmètre et taux de change constant. Le secteur emballage progresse de 23,3%, plus 15,1% à périmètre constant. Et le secteur matériel de 3,4%. Le groupe Gauthier-Frémont, acquis le 30 juin, a été intégré dans les comptes totalement. Donc le résultat
le résultat opérationnel, il s'élève à 70,3 millions d'euros en baisse de 10 millions d'euros par rapport à 2021, soit une baisse de 12,4%. On a eu une explosion des prix des matières premières, plastique, carton et de l'énergie. Et donc, on a eu également une perte en Allemagne sur la filiale allemande. Donc ici, je vous avais mis... donc on a une hausse de l'énergie de plus de 100%, de l'électricité, et ça représente plus de 90% de l'énergie consommée de groupe Guillain, et donc ça a fait très très mal aux résultats opérationnels. Et donc voilà, j'avais posé quelques questions ici, je m'étais posé quelques questions. Et donc voilà, donc 3 millions d'euros de pertes encore donc sur la filiale allemande, qui s'appelle Kiev, je sais plus comment elle s'appelle, parce qu'on a eu une hausse de l'énergie, une hausse des salaires, une hausse de 22% des salaires obligatoires, et on a une forte concurrence des emballages polonais et turcs, des importations. Et donc ici, on a effectivement on a déprécié 6 millions d'euros, je crois, dans les comptes. Ici, si je dis pas de bêtises, si je remets ici, je crois qu'elle s'appelle Kiev. Ici, ouais, on a une perte, dépréciation exceptionnelle de l'écart d'acquisition pour 6,3 millions d'euros. Donc ici, on a été fortement impacté par cette dépréciation au niveau du résultat opérationnel. Également un doublement des prix de l'électricité et également une hausse des intrants. Donc on n'était pas sur un exercice favorable. Résultat net également à 52 millions d'euros en baisse de 11,6%. La CAF qui augmente de 1% par rapport à 2021, 10,6% du produit des activités ordinaires, endettement net 97,8 millions d'euros et capitaux propres encore en augmentation à 524,4 millions d'euros. Donc vous voyez ce qui est synonyme d'une très très bonne gestion d'une société, c'est l'augmentation de ses capitaux propres. Et là, vous pouvez voir fonds propres sur endettement. Vous voyez que les capitaux propres sont exponentiels depuis 2004. On était à 98,8 millions d'euros et on a 525,8 millions d'euros. Donc là, c'est un peu le coût des intrants et les prix de l'énergie qui ont fait que les résultats ne sont pas si bons que ça. Je m'attends à un très très gros redressement pour l'exercice en cours. Vous voyez ici les prix le coût de l'électricité a augmenté de 21 millions d'euros, soit plus 101%, donc ça a doublé. L'inflation a également gagné l'ensemble des coûts directs et indirects du groupe, transport, main-d'œuvre, fourniture, pièces de rechange. Donc je m'attends quand même à un mini pricing power sur cet exercice en cours parce qu'on a très très fortement subi l'inflation. Et donc historiquement la société fait un peu le dos rond lorsque les coûts des matières premières sont plus élevés et qu'il y a de l'inflation. Et une fois que ça rebaisse, la société a de nouveau des vents plus favorables. Pourquoi ils font un peu le dos rond? Pour garder leurs clients et leur part de marché. Vous voyez que historiquement l'activité est un peu cyclique, comme ici entre 2014 et 2015, ici entre 2016 et 2018, et en ce moment on a une petite baisse, vous voyez, là on n'est pas sur le résultat opérationnel, voilà, là c'est un peu plus marqué. Ici on fait un peu le dos rond, mais ensuite dès que le coût des matières premières est plus favorable, les résultats explosent de nouveau à la hausse. Donc ici je m'attends quand même à un mini pricing power, enfin je l'espère, pour l'exercice en cours, un redressement, le prix des intrants qui baisse fortement et le prix de l'énergie qui baisse fortement et des nouvelles intégrations qui vont apporter des synergies pour le groupe. Qu'est-ce que je vais dire au niveau des perspectives? Marché incertain, le groupe reste concentré sur sa stratégie de développement et sur son engagement environnemental fort qui est de ne proposer à ses clients que des solutions d'emballage alimentaire recyclables, compostables ou réutilisables avec comme axe central la sécurité alimentaire, la protection des aliments pour éviter le gaspillage alimentaire. Le groupe est mobilisé au quotidien pour accompagner ses clients dans tous leurs besoins et leur apporter son expertise, ses innovations et sa largeur de gamme multimatériaux unique en Europe. Versement d'un dividende de 80 centimes par action.
Franchement, je m'attends à quand même un bon exercice 2023 parce que on va avoir un beau redressement. Donc voilà tout pour le compte de résultats. Au niveau de la bonne gestion, tout ça, c'est très très beau. Au niveau des derniers résultats, donc compte de résultats, vous le voyez ici, on va aller voir sur Coifin, mais et sur le rapport annuel, c'est très très beau. Donc là, le chiffre d'affaires exponentiel, on a fait quoi? On a fait un petit x4 presque depuis 2004 au niveau du chiffre d'affaires. Là, depuis 2020, wow, le chiffre d'affaires exponentiel. On était à 619 millions, on est passé à presque 898 millions. Le produit, le chiffre d'affaires à l'export en explosion, c'est très bon parce qu'au niveau réglementaire, la France, c'est pas beau du tout. Il casse les pieds à Groupe Guillain. Même si le décret a été rejeté au niveau des emballages plastiques, là, au niveau ici, on peut voir ça ici. Ici. Donc la loi AGEC a interdit au 1er janvier 2022 le conditionnement en plastique pour certains fruits et légumes frais, à l'exception de ceux qui présentaient un risque de détérioration dans le cadre de la vente en vrac. Un décret pris en application dans cette loi a listé certains fruits et légumes frais en indiquant des dates de fin d'exemption. Ce décret a été annulé le 9 décembre 2022 par le Conseil d'État. Donc ça, c'est plutôt positif que ce décret a été annulé parce qu'il voulait mettre des dates de fin d'exemption et donc plus de barquettes d'emballage plastique pour les fruits et légumes. C'est excellent. Donc, Commission européenne qui a été consultée, un nouveau projet de décret a été décidé d'un statu quo jusqu'au 15 décembre 2023. Donc ils essayent tous un petit peu, même au niveau européen, d'interdire le plastique. L'Espagne a voté une loi reprenant cette idée avec des fruits et légumes qui seront également exemptés. Donc ici, le groupe est quand même très agile à ces niveaux-là pour proposer pas que du plastique à ses clients. Voilà, à ce niveau-là, qu'est-ce que je voulais dire? Donc au niveau compte de résultats ici, on peut aller voir tout de suite ici. Est-ce que j'ai le sommaire? Il n'y a pas de sommaire? Non, ils nous font pas de sommaire. Ah si, voilà. Compte consolidé, on va à 47, page 47 ici. Donc au niveau des comptes consolidés, donc vous voyez le compte de résultats ici. Donc chiffre d'affaires, variation des stocks de produits en cours et produits finis. Donc elle a augmenté, mais ça va par rapport à 2021. Produits mobilisés en baisse, achat de consommé. Donc là par contre, il y a de l'inflation en effet. Donc l'achat de consommé a augmenté pour répondre aux besoins des clients, mais on voit que le coût ça a augmenté de 100 millions d'euros quasiment, même plus de 100 millions d'euros, 110 millions d'euros. Donc notamment à cause de l'inflation, je pense, et des besoins des clients d'une forte demande. Autre achat et charges externes, donc là on est plutôt, il me semble, sur les coûts d'électricité et charges externes, charges de personnel, voilà. Donc charges de personnel, c'est en augmentation, mais c'est quand même très maîtrisé, je trouve, par rapport à 2021, sachant qu'on a une forte inflation salariale. Impôts et taxes, on est sur une augmentation une augmentation très minime, voilà. Donc résultat opérationnel courant fortement impacté par tout ça. Au niveau des autres charges opérationnelles, voilà, là on a la dépréciation exceptionnelle de la filiale en Allemagne qui perd de l'argent. Ici, on est quand même qu'en baisse de 3 millions d'euros au niveau du résultat opérationnel courant, donc je trouve ça très convenable. Coût de l'endettement financier net, on est en baisse. Autres charges financières un peu en hausse. Autres produits financiers également en hausse. Donc ça doit être les placements de la trésorerie. Donc on se retrouve à un résultat, un EBIT, donc résultat avant impôt, en baisse de 10 millions d'euros. Impôt sur les résultats qui baisse de 3 millions d'euros. Et un résultat net, effectivement, qui est en baisse. Le résultat net attribuable au groupe est de 51 millions d'euros et on avait 58 millions d'euros en 2021. Donc résultat net par deux groupes en légère diminution, vous voyez, mais ça reste pas non plus significatif.
on a l'habitude qu'il y a une certaine cyclicité en fonction du prix des intrants, notamment du PET et du RPET, de l'électricité et de tout ça, voilà. Et donc voilà, résultat net global pour la période, non attribuable au groupe, on est quand même en baisse assez significative, voilà. Donc résultat net de la période, 52 millions d'euros, c'est ce qu'ils nous ont mis, contre 58 l'année dernière. Écart de conversion, voilà. Donc là, c'est tout ce qu'on avait à voir sur ce petit compte de résultat ici. Si on va sur Coifin, on va regarder ça tout de suite. À ce niveau-là, il nous faut le chiffre d'affaires, la marge op et le résultat net. Donc ici, vous voyez la qualité du groupe comme vous l'avez vu également sur le rapport financier annuel. Donc c'est très très beau, c'est en croissance organique et par acquisition. Donc comme on peut voir, cash acquisition, voilà, là on peut voir ici qu'il y a eu des acquisitions, notamment une grosse acquisition en 2010, donc pour 88 millions d'euros, et on fait très souvent des acquisitions. Donc vous voyez ici en 2015-2016 de 20 millions d'euros, ici en 2018-2019 de l'ordre de 50 millions d'euros, ici en 2021, donc je crois que c'était Gauthier-Frémont, il me semble, de 68 millions d'euros, et là on a acquis pour 20 millions d'euros d'acquisition. C'était bien ça, hein, c'était Gauthier-Frémont. Ouais, Gauthier-Frémont, c'était en 2020, voilà tout. Donc voilà, on a des acquisitions cash. Au niveau de la cyclicité des résultats, on l'a dit, c'est le coût des intrants, mais on revient toujours à une certaine moyenne. Donc si on prend les EBITDA ici, parce que j'ai pas les résultats opérationnels, EBITDA margin, je voulais. Voilà. Voilà. Donc on voit que c'est quand même assez cyclique, notamment à cause du coût des intrants. On a une certaine moyenne, une certaine médiane à 15% d'EBITDA margin. C'est assez cyclique parce que on répercute pas directement les coûts, la hausse des coûts des intrants, tout ça je vous l'ai déjà dit. Et donc là on est sur un point bas, mais ça devrait remonter, je pense. Et au niveau de la marge brute, on voit le coût des intrants là, qu'on est sur un point bas à 31,79%. On est sur un point bas là précisément, parce que si on se met en médiane sur l'historique de cotation, on est à 37, donc on a presque on a 6% de différence quasiment, 5%, 5 à 6% de différence, notamment à cause du coût des intrants et de l'électricité qui nous bousille nos résultats. Ici à ce niveau-là, résultat net, donc net income margin, voilà. Ici je vous l'ai mis, on est, ouais, je préfère entrer comme ça. Au niveau de la net income margin, on est sur un point bas également, même si ça a été très bas également en 2011. En 2008, on est sur on est sur la médiane, hein, même si depuis depuis 2013, la société est très bien gérée. On est même monté à une net income margin en 2021 de plus de 10%. Et voilà, c'est intéressant pour, je vois pas ce que j'ai mis, voilà, on a 5,7. Ouais, c'est ce que j'ai mis, ouais, c'est 5,7 2022. Donc on est sur un point bas. L'Europe également à 7,8. Donc un point bas, je pense, qui est atteint. Ce qui est intéressant, c'est de voir, on peut supprimer ça maintenant, les net income et les free cash flow. Ici, et les free cash flow. Les free cash flow sont impactés par les loyers. Et vous voyez que globalement, c'est à peu près dans le même sens. Les free cash flow, on ne connaît pas les investissements de maintenance et les investissements de croissance, même si on peut décomposer tout ça. J'ai pas fait tout précisément les calculs, mais on sait qu'on a acquis pas mal de choses. On a toujours nos investissements de maintenance et de... on investit également ici, si on peut le voir ici, CTRL F, investissement. Voilà, normalement on peut retrouver ça ici. Donc voilà, on investit 4 à 7% du chiffre d'affaires hors croissance externe chaque année. Donc ça impacte les free cash flow, vu qu'on est bien sûr un industriel. Et là, on a investi 4,5% du chiffre d'affaires en 2022, soit 40,2 millions d'euros. Donc investissement industriel, bâtiment, machine, outillage. Et donc c'est très très bon.
On investit également en R&D, donc 1% pour le secteur emballage et 2% pour le secteur matériel. Et voilà, on sait précisément les investissements de maintenance, de R&D et les investissements de croissance. Donc là, depuis 2 ans, on a une forte augmentation du PET et du RPET et de l'électricité, et ce qui impacte négativement les free cash flow à court terme. Voilà ce que je voulais dire ici au niveau du compte de résultat. Donc au niveau des flux de trésorerie, la CAF, flux de trésorerie des activités variation de trésorerie. Donc là, pareillement, donc là, je viens de le dire, free cash flow impacté. Donc on va tout de suite ici aller voir ici de toute façon on peut voir ici la capacité d'autofinancement. Donc ça c'est ce que l'activité génère en cash chaque année. Donc vous voyez que c'est quand même globalement en croissance, même si on est impacté négativement quand il y a un fort coût des intrants, et là apparemment on est quand même impacté. On est moins impacté qu'en 2021 sur cette fin d'exercice 2022, donc sur ce S2. À ce niveau-là, on peut aller voir flux de trésorerie. Voilà. Ici, tableau de flux de trésorerie. Donc voilà, la CAF qui augmente de 1%. Ici, qu'est-ce qu'on a? Coût de l'endettement financier qui est en diminution. Charge d'impôt qui est en diminution. Mais voilà. Donc capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier et net d'impôt. Voilà. Impôt net versé, donc on a versé plus d'impôts cette année, en 2022. Variation des stocks net de dépréciation stable. Variation des clients net de dépréciation, augmentation de 7 millions d'euros. Variation des dettes fournisseurs en diminution, ouais. Variation des dettes et autres créances, voilà. Donc variation du besoin en fonds de roulement. Donc on a une augmentation du besoin en fonds de roulement de l'ordre de plus de 20 millions d'euros. Ici, flux de trésorerie net généré par l'activité. Donc voilà, on a impacté fortement par le besoin en fonds de roulement. Ici, acquisition d'immobilisation. Donc ça, c'est les acquisitions de machines, de matériel et voilà tout. Donc là, en augmentation de 7 millions d'euros. Droits d'utilisation d'actifs qui ont doublé. Cession d'immobilisation qui ont fait x9, mais c'est très léger. Variation des créances clients sur immobilisation, c'est important également. Acquisition de filiales, là on est à 20 millions d'euros contre 64 en 2021, donc ça a diminué. Donc flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement, donc on est en baisse. Donc on est en négatif de 57 millions d'euros, mais on était à environ 99 millions d'euros en 2021. Nouveaux emprunts pour 20 millions d'euros contre 75 000 l'année dernière. Remboursement d'emprunts, on a remboursé 31 millions contre 63 millions l'année dernière. Augmentation des dettes locatives x2. Remboursement de dettes locatives à peu près stable. Dividendes versés en diminution. On a diminué le dividende. Rachat et vente d'actions propres, 23 millions d'euros. Et voilà tout. Donc flux net lié aux opérations de financement, moins 26 millions d'euros. On se retrouve avec une variation nette de la trésorerie de moins 37,4 millions d'euros contre moins 33 millions d'euros l'année dernière. Trésorerie à l'ouverture, 84 millions d'euros. Trésorerie à la clôture, 47 millions d'euros. Donc on a une forte baisse de la trésorerie de l'ordre de 40 millions d'euros environ. Voilà tout. Et au niveau, maintenant je sais que la suite c'est le bilan. Actifs, passifs, dettes, capitaux propres. Voilà. Donc voilà au niveau du bilan. On est là. Bilan, actif, passif. Où est le passif d'ailleurs? Voilà, c'est bon. Donc l'actif, le passif, c'est ce qui finance l'actif et les actifs, c'est ce qui crée de la valeur. Donc, au niveau des capitaux propres, on a le capital social, qui n'a pas bougé, prime d'émission, fusion d'apport, réserve consolidée en forte augmentation. Ici, on voit que ça a augmenté de 40 millions d'euros. Donc, on a apporté un très bon résultat net aux réserves consolidées.
parce que je vous rappelle que c'est pas de la trésorerie, c'est du non-cash ici, les capitaux propres. Donc capitaux propres attribuables au groupe. Donc là, on peut voir la bonne gestion du groupe, hein. Vous voyez que même si les résultats ont diminué, si on divise 524 divisé par 490, on voit que les capitaux propres ont augmenté. Ah non, ça a augmenté de 6,9%, alors que le résultat net a baissé de 11% et quelques. Donc on gère quand même très bien le groupe. Donc attribuable au groupe, voilà, c'est bon, on n'a pas beaucoup d'avantages. Donc ce qui nous intéresse, c'est les dettes financières principalement. Donc les passifs non courants, donc c'est les passifs long terme. Donc provision pour retraite, ça diminue parce que les taux d'intérêt augmentent, il me semble. Autre provision non courante, bref. Dette financière à plus d'un an, ça diminue un petit peu. On a 111 millions d'euros de dette financière contre 119 l'année dernière. Dette locative à plus d'un an, on est à peu près stable. Impôt différé, on est à peu près stable. Donc au niveau de la dette financière, elle diminue légèrement. C'est important de le noter, même si on a toujours 111 millions de dettes. Passif courant, donc les passifs à court terme. Donc dette financière à moins d'un an en augmentation, mais c'est pas très grave, on a 8 millions d'euros d'augmentation. Dette locative qui sont stables, dette fournisseur qui augmente à peu près de 14 millions d'euros, donc il n'y a rien d'alarmant. Et voilà, dette d'impôt sur les sociétés, autres dettes et passifs courants. Donc il n'y a rien d'alarmant là-dedans. Au niveau de l'actif, le goodwill, donc les écarts d'acquisition des filiales, donc ça en légère diminution, c'est stable, donc ça me dérange pas. Écart autre immobilisation incorporelle, ça augmente un peu, donc ça doit être au niveau des machines, tout ça. Ah non, autre immobilisation incorporelle, non, c'est au niveau des brevets, tout ça je pense pour Guilin. L'immobilisation corporelle, donc les bâtiments et les machines, ça augmente quand même légèrement. Donc si on vend la société, on a quand même 280 millions d'euros d'immobilisation corporelle. Donc on a de quoi faire si la société fait faillite, mais elle ne fera pas faillite, je peux vous le dire. Droit d'utilisation des actifs, tout ça, impôt différé, ouais, il n'y a rien de bien rare. Donc stocké en cours, on a quand même, faut surveiller les stocks pour pas qu'ils se déprécient trop vite, même si on vend assez vite chez Guilin, je pense. Donc ça augmente légèrement de 35 millions d'euros. Les créances clients qui augmentent légèrement également de 30 millions d'euros, 33 pour être précis. Donc ça à surveiller, les délais de paiement, tout ça, sur ce type de société. Et actifs courants, trésorerie, équivalent de trésorerie, vous voyez, on a une baisse de la trésorerie, mais par rapport au premier semestre, on a eu une hausse de la trésorerie, donc ça ne me dérange pas. Donc voilà, très beau bilan. Très beau bilan de la part du groupe Guilin. Société très bien gérée, familiale. Je voulais vous montrer le capital, je crois que c'est détenu. Capital. Là, je crois que c'est Braillère, hein. La SCI. Voilà, donc c'est détenu familialement ce groupe, donc c'est forcément bien géré et ça a une gestion patrimoniale. Les sociétés civiles, la Braillère, l'Atelier, le Château et la famille Guilin agissent de concert et détiennent 65,61% du capital. Donc là, on a très peu de flottants et c'est intéressant. Et William Higgins est positionné avec ses deux fonds là-dessus, donc c'est un gage de confiance également si vous voulez investir sur la société. On était où? Oula, j'ai plus beaucoup de batterie. Je vais aller essayer de chercher un chargeur rapidement. Nouvelle évaluation Rocher, c'est toujours pas cher. Donc je vais essayer de vous faire ça assez rapidement parce que j'ai 10% de batterie ici sur Coifin, voilà. Donc sur Coifin, voilà, je vous ai mis un petit peu ce qu'il y avait. Donc résultat opérationnel 2022, 7,8% du produit activité ordinaire, ça fait 70 millions d'euros. Résultat net 5,7%, 52 millions d'euros. Donc les analystes prévoient un CA de 913 millions d'euros. Moi, je prévois une augmentation du CA de environ 3% minimum, je pense, pour 2023, parce que on va avoir le plein potentiel des acquisitions. Ça ferait du 5%, rien qu'avec les acquisitions. Si on augmente un peu les prix de un peu nos prix de vente, un peu de pricing power, on serait à plus. Les analystes ils estiment donc un résultat net de 62,25 millions d'euros, donc en hausse de 19%. Presque 20% par rapport à 2022.
Donc ici, je vais essayer d'aller très très rapidement. Donc on a eu quoi? Moi, je prévois 3% d'augmentation du chiffre d'affaires. Donc là, si je vais sur calculatrice, ah zut, calculatrice en ligne, voilà. Est-ce que je vais chercher le chargeur et je joue pas avec le feu? J'ai 9%. Donc ici, on a dit qu'on avait quoi comme chiffre d'affaires ici? Si je vais à la page 1. Donc moi, je prévois 3% d'augmentation du chiffre d'affaires ici. Donc on est à 897,7. Donc 897,7 plus 3% d'augmentation du chiffre d'affaires, on serait à 924. Je vais pas prendre la virgule, 924 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ici, 924, en étant très conservateur toujours, 924 millions d'euros de chiffre d'affaires. Marge nette, free cash flow, on a combien là? Marge nette, free cash flow, on est à 5,7. Ils pensent que ça va augmenter de 20%. Donc ici, si on fait 5,7, moi je vais être conservateur, je vais mettre plus 10%. Donc 5,7 plus 10%. On va faire ça. 5,7 plus 10%. Je vais vite, hein. Je pourrais faire le calcul de tête, mais je vais essayer d'assister. Donc 6,27. Allez, on va mettre une marge nette de 6 pour être conservateur. 6,5. Je vais mettre 6,5 quand même. Parce que j'ai confiance au management. Ici, j'ai combien de batterie? 8%, punaise. Ça va très très vite. PER, tout de suite le PER, le price earning ici. La société s'échange pas cher ces derniers temps, notamment à cause du plastic bashing, même si je pense qu'elle mériterait au moins 15 fois les bénéfices. Je pense qu'elle mériterait 15 fois les bénéfices très clairement au niveau de la qualité de la société. 9,4. On est à 9,4 et le 9,4 c'est prévu. Oula, je vais aller chercher mon chargeur, il me dit 7%, ça clignote. 9,4 ici. Sur ces 20 dernières années, 8,9, 9,1. Allez, je vais prendre quand même. Elle était montée à combien là? 17 fois les bénéfices ici. Allez, je vais prendre 12 fois les bénéfices, même si elle mérite 15 fois les bénéfices. Hein. Je prends 12 fois les bénéfices, nombre d'actions. Ici, je vais l'enlever ça tout de suite. Donc, diluted. Voilà, financial year. Je vous ai également pas mis le rocher. Le rocher de la société, il est à 10,65. Vous pouvez aller le voir tout de suite ici sur Guru Focus. Vous voyez qu'on est dans le rouge à cause du prix des intrants et de l'électricité. Voilà tout. Je vais vite fait chercher mon chargeur. J'arrive. J'en ai pour 1 minute. Voilà, c'est pas pro. J'avais pas mon chargeur dans le coin. C'est pas pro du tout. Pardon. Voilà, c'est tout bon. J'ai mon chargeur, j'ai ce qu'il faut. Donc c'était pas pro du tout, voilà. On revient tout de suite à ça, à nos moutons. Donc vous voyez le rocher et les marges qui sont dans le rouge à cause du prix des intrants, de l'énergie, mais ça devrait rapidement se retourner. Voilà tout. Je vous avais mis le yield ici aussi, 3,08 si on prend le dividende qui va être versé là à 80 centimes. Et voilà. Donc on revient tout de suite à nos moutons. Donc là on avait fait des rachats d'actions massifs. Elle a 18,48 millions d'euros d'actions, donc c'est stable, c'est ce qu'on aime. La société pourrait racheter ses actions pour faire mécaniquement augmenter le price, l'earning per share, donc les bénéfices nets, voilà, bénéfices nets par action. Ça serait bon, racheter des actions et annuler les actions, ça serait vraiment pas mal. Donc là, au niveau du nombre d'actions, on est à 18,48. Au niveau de la dette nette, je vous l'avais mis dans le rapport financier, on est à 97,8 millions d'euros. Ici, net debt, voilà. Si on se place ici. Donc là, ils mettent 107,38. Mais au niveau de la dette nette, moi, je suis allé dans le rapport 97,8 millions d'euros. On est à un cours sur autofinancement, sur capacité d'autofinancement de 5,1.
On a un ROCE de 10,65, je viens de vous le dire. Et donc, si on prend un PER de 12, avec ce qu'on a pris actuellement, je pense ce qui est fortement probable, hein. J'ai été conservateur, mais pas trop. Je pense que c'est fortement probable qu'on gagne un point de marge quasiment et qu'on ait une croissance de 3% du chiffre d'affaires. Donc pour moi, c'est fortement probable. Donc on est à 924 millions d'euros. On multiplie ça par la marge nette qui est de 0,65, donc qui est de 6,6%. On fait x 12 fois les bénéfices, parce que je pense qu'elle mérite 12 fois les bénéfices, hein, dans mes estimations. On enlève 97,8 millions de dettes nettes. On est à 622,92 millions d'euros. On divise tout ça par 18,48. On tombe à 33,7 euros l'action. Donc pour moi, ça me paraît quand même probable, 33,7 euros l'action. C'est quand même pas astronomique, mais c'est quand même conservateur. Ici, on avait baissé de 4,24% hier. Ici, si je me place ici, à ce niveau-là, Algil, on est à 26,40. Donc divisé par 26,4, ça nous donne un upside pour l'année en cours de 27,6%. Donc ça représente selon moi une belle opportunité d'investissement en étant conservateur. Ici, j'hésite même à me renforcer, même si fallait investir quand la société était à 18 euros. Je vais vous montrer le cours de l'action tout de suite. Donc upside, ici ça nous fait du 27,6%. J'en achète parce que je me dis, je fais un peu de stratégie momentum actuellement et Groupe Guillain a du très très bon momentum, donc c'est bon signe. Ici, si je vais ici, je l'ai déjà. Donc c'est bon signe. À ce niveau-là, c'est bave. Si je mets du Algil, voilà. Groupe Guillain, on a du très très bon momentum, c'est bon signe. Vous voyez, depuis le début de l'année, on a plus 23%. Depuis un an, on est à plus 30%. Et là, depuis les points bas, vous voyez, il fallait acheter à 17, même 16,80. Là, si vous avez acheté le point bas, c'est à ce moment-là qu'il fallait en acheter. J'ai un PRU, je renforce en ce moment un petit peu la société. Je vais être investisseur à long terme dessus et renforcer pendant les baisses. Et donc ici, ça me dérange pas au prix actuel d'acheter parce que selon moi, il y a toujours un beau potentiel d'upside. Et le marché est en croissance, la société est bien gérée, même si c'est sûr qu'il faut acheter quand on achète à 16 euros, c'est vraiment un gros avantage là-dessus. Donc ici PER, PER de 12, upside, tout ça, c'est ce que je vous ai mis. Donc upside de 30%, 27,6% en étant réaliste. Je ne veux pas dire que j'étais super conservateur, mais j'étais réaliste sur le dossier. Là, j'ai un petit article qui date du 12/05/2023 ici. Donc c'était le mois dernier, le 12 mai. Donc on nous dit que, sauf surprise, l'exercice 2023 s'annonce meilleur en dépit d'une baisse possible des volumes. La détente observée sur les prix des matières premières et de l'énergie devrait entraîner un rebond. Nous recommandons à l'achat le titre qui se négocie sans excès à 7,6 fois le résultat net attendu pour l'exercice en cours. Donc c'est très très peu. Et là on nous dit que la hausse des prix aurait représenté l'essentiel de cette variation. Donc là les SVAF ils connaissent un petit peu, moi je connais pas. Je ne sais pas si l'essentiel des 14,4% au niveau prix et volume, c'est essentiellement du prix. Dites-moi le dans les commentaires s'il y a des personnes qui suivent Groupe Guillain. Et donc c'était tout pour moi. C'était Invest Academy. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'on a balayé un peu le sujet en investiguant un peu en profondeur la société. Société qui a toujours un beau potentiel de revalorisation selon moi au cours actuel. Koifin, il nous disait quoi 6,7 fois et là 7,7 fois les bénéfices. Ouais. Donc on est quand même très très sous-évalué.
très très sous-évalué pour une société qui ne fait plus que du plastique et dont les résultats vont se redresser à vitesse grand V. Je vous ferai sûrement une petite note d'analyse après comment ça s'appelle? Après l'Assemblée générale de demain. Et c'était tout pour moi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche des notifications et à commenter si ça vous a plu. C'était Invest Academy. Ciao, ciao.